Imaginez un monde sans internet, sans smartphone, sans écran. Un monde où on ne serait pas perturbé par les notifications, des mails à traiter toute la journée, scroller du matin au soir. Mais en serions-nous seulement capables ? Au sommaire de ce deuxième numéro, il rythme notre quotidien. Petits ou grands, ce sont les écrans. Télévision, smartphone, internet. Nous ferons un état des lieux de nos habitudes en quelques chiffres. Jean Pouly est consultant et conférencier, spécialiste du numérique. Il nous parle de captologie, ou comment tout est fait pour nous rendre addicts à nos applis. Enfin, nous irons au centre hospitalier universitaire Édouard Herriot, à Lyon, à la rencontre du docteur Julia Tavio de Ternay, médecin psychiatre et addictologue. Ce sera l'œil de l'expert. Alors, est-ce que la dépendance aux écrans existe vraiment ? C'est tout de suite dans Tous Addicts. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Tous Addicts avec un point d'interrogation, puisqu'à chaque épisode nous allons nous poser une question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment être dépendant aux écrans ? Avec moi Céline Delorens. Bonjour Céline. Bonjour Yann. Adjointe au maire de Lyon. Oui, tout à fait, adjointe en charge de la santé, de la prévention et de la santé environnementale. Merci de nous recevoir dans cet hôtel de ville qui est magnifique. Où est-ce que nous nous trouvons d'ailleurs ? Nous nous trouvons dans le salon de la conservation. Très beau lieu. Alors dans cette émission, nous parlons addiction, comme tu le sais. Est-ce que les addictions dans la prévention ou dans les actions, c'est un sujet à part entière pour une grande ville comme Lyon ? Évidemment, tu sais bien Yann que les addictions font partie de la vie de la cité, malheureusement je dirais, donc évidemment font partie des politiques publiques à tous les échelons et en particulier municipales. Donc au niveau de la ville de Lyon, ça s'est intégré dans notre politique municipale à travers le contrat local de santé, mais aussi dans les ateliers santé-ville, dans nos outils de communication à différents niveaux. Et est-ce que tu vas cibler particulièrement une population, une addiction ? Alors je dirais que ça dépend un petit peu de l'addiction. Typiquement, nous on a fait le choix sur les addictions au tabac en matière de prévention primaire sur le tabac. On a choisi de cibler les jeunes enfants, donc en mettant en place des écoles avec des environnements et des espaces sans tabac devant chaque école de la ville. Ça c'est quelque chose qu'on a pris il y a maintenant 1 an. Sur les écrans, ça va plutôt être à travers les écoles et en association avec les parents, etc. Et sur l'alcool, c'est plutôt grand public. Typiquement, on s'engage cette année encore dans une campagne sur l'alcool à travers le Dry January. Alors aujourd'hui, on va particulièrement parler du numérique avec nos spécialistes. Est-ce que l'addiction aux écrans, si tant est qu'elle existe, est-ce que c'est un sujet pour la ville de Lyon ? Donc les villes, tu le sais Yann, gèrent les écoles et du coup, à travers ça, gèrent aussi les services médico-sociaux scolaires. Et il se trouve que dans les écoles et dans les crèches également, on se rend compte alors pas forcément de l'addiction, mais en tout cas de la surexposition aux écrans chez les très jeunes publics et des enjeux de prévenir cette surexposition, à la fois pour augmenter leur temps à l'extérieur et leur motricité, mais aussi améliorer leur sommeil et agir sur tous les co-bénéfices en fait d'une moindre exposition aux écrans. Donc par exemple à Lyon, les services médico-sociaux scolaires se sont engagés à travers différentes actions et notamment à travers un mois sans écran là qui va pour la première fois avoir lieu dans le 8e arrondissement. Et je dirais que l'intérêt de ce projet, c'est que c'est pas seulement l'éducation nationale, c'est la ville avec l'éducation nationale, avec les MJC, les maisons pour la jeunesse et la culture, mais aussi les parents qui impliquent l'ensemble du corps éducatif pour travailler sur les impacts des écrans sur les enfants, impact à la fois sur l'outil même, mais aussi sur le contenu et sur la teneur des contenus et ce qui peut y être véhiculé. D'accord. Est-ce que toi, tu te sens dépendante de ton smartphone ? C'est une bonne question. Oui, je pense que je suis dépendante de mon smartphone. Donc tu fais partie des 37% des Français qui se disent dépendants de leur smartphone, dont 8% se disent carrément accros. Alors on va regarder une petite story qui va nous replacer tout ça dans quelques chiffres et tu vas voir que les chiffres ils sont assez édifiants. J'ai hâte. Savez-vous ce qu'est la nomophobie ? C'est la peur de se séparer de son smartphone. En moyenne, nous le regardons 221 fois par jour, 1500 fois par semaine, 80% avouent l'utiliser lors de repas de famille et avec des amis. Selon un sondage réalisé par Odoxa en 2022, 37% des Français reconnaissent une dépendance au smartphone.
8% s'estimant même totalement dépendants. En moyenne, un Français passe 20 heures par semaine devant un écran dans le cadre de son activité professionnelle et 36 heures pendant son temps libre. Une majeure partie de ce temps est consacrée aux films, séries et programmes télévisés et aux réseaux sociaux. Nous passons en moyenne 1h28 par jour et par personne sur Internet et 3h42 devant la télévision. Rendez-vous compte que les 1 à 6 ans passent 4h37 sur Internet en moyenne contre 2h10 en 2012. Certaines personnes passent des heures devant des jeux vidéo et semblent développer de réelles addictions de gamers, alors que des spécialistes pensent plutôt qu'un temps très excessif passé devant un jeu serait davantage le symptôme de problèmes vécus par ailleurs qu'une réelle addiction ou dépendance. Alors, l'addiction aux écrans existe-t-elle vraiment ? Notre premier invité, c'est Jean Pouly, spécialiste du numérique. Il est conférencier. Il accompagne les collectivités, les entreprises dans la transition numérique. Il nous explique ce qu'est la captologie ou comment tout est fait pour capter notre attention et nous rendre accros à nos applis. Et il parle aussi d'un terme fort, la neuropiraterie. Je m'appelle Jean Pouly, je suis consultant. Je me suis spécialisé sur la transformation digitale durable, c'est-à-dire que j'essaie d'explorer comment les technologies peuvent contribuer au développement durable, alors surtout dans deux grands domaines, la transformation numérique du travail et la transformation numérique de la formation. Voilà comment ces deux grands domaines sont en train de se transformer sous l'impact des technologies et comment on peut rendre ça durable. Et c'est un petit peu comme ça que voilà, je me suis penché sur les questions des addictions au numérique, puisque en utilisant beaucoup le numérique, il y a des dérives, et pour moi ça fait partie de ce que j'appelle l'écologie intégrale, de pouvoir intégrer la dimension humaine dans l'usage des technologies. Alors tu es passionné de stratégie numérique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vas t'intéresser un peu plus au côté néfaste ? En fait ça fait 25 ans que je me suis intéressé au numérique. Je faisais partie de ce qu'on appelait à la fin des années 90 des pionniers de l'internet français. Et à cette époque, en fait, on était, je dis on parce qu'on n'était pas très nombreux, on était presque euphorique en fait par rapport à ce que les technologies pouvaient nous apporter. Le partage du savoir, le e-commerce, le travail à distance, enfin, on imaginait déjà tout ce qui est arrivé aujourd'hui et qui est juste génial. Donc je faisais plutôt partie des techno-optimistes. Et en fait, depuis une dizaine d'années, j'ai constaté qu'on commençait à rentrer dans les zones de danger avec les plateformisations, le fait qu'il y ait des géants qui commencent à tout contrôler, à surveiller, évidemment les réseaux sociaux avec des temps de connexion et d'usage qui explosent, avec des phénomènes justement d'addiction qui commencent à se développer. Et du coup, voilà, j'ai commencé à voir les zones de danger arriver, et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser au côté néfaste. Alors, en n'oubliant pas tous les côtés bénéfiques des technologies, mais voilà, ça a commencé à venir il y a une dizaine d'années, et maintenant je pense qu'il est temps de s'y pencher pour garder les bénéfices et essayer de mieux contrôler ces technologies qui, moi je le dis souvent, sont plus fortes que nous. Voilà, c'est tellement bien fait que c'est difficile de lutter contre. Dans tes conférences, tu parles de captologie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept ? Oui, alors la captologie, donc c'est un terme qui a été, alors c'est pas vraiment une science, mais c'est un terme qui a été prononcé par un chercheur américain qui s'appelle Brian Fogg, qui dirige un laboratoire à Stanford depuis 1996. Donc c'est pas tout récent, ce terme captologie. Lui, il aime pas trop ce terme-là. Il parle plutôt de technologie persuasive. Et en fait, c'est un terme qui désigne un petit peu ce que j'appelle le mariage entre les technologies algorithmiques et les sciences comportementales. L'idée, c'est comment on va utiliser les technologies en s'appuyant sur les sciences du comportement pour pouvoir modifier les comportements, influencer les comportements, évidemment avec une visée positive. Tout ça, c'est pas, il y a pas de malice là-dedans. C'est pour changer positivement les comportements qu'il y a ce laboratoire qui s'appelle un laboratoire de design comportemental. Voilà, comment on va designer le comportement pour l'influencer dans tel sens ou dans tel sens, évidemment avec l'idée d'améliorer les comportements.
C'est assez proche de ce qu'on connaît aussi sur ce qu'on appelle le nudge, c'est le petit coup de pouce pour changer un comportement. Sauf que là, la spécificité de ce qu'on appelle la technologie ou les technologies persuasives, c'est justement le côté technologique. C'est comment les algorithmes, comment le design technologique va s'appuyer sur les sciences du comportement pour pouvoir changer ces comportements. Tu as utilisé un terme de neuropiraterie. Je crois que c'était sur une de tes interventions à Bruxelles. Ouais, c'est ça. Alors, quelles sont les stratégies utilisées pour nous rendre addicts à nos écrans ou aux applications ? Alors, bon, le terme de neuropiraterie, là aussi, c'est peut-être un terme de marketing, c'est effectivement un peu fort, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Un pirate, c'est quelqu'un qui est payé pour s'approprier un butin. Voilà. Là, le butin, c'est notre attention, parce que dans l'économie digitale, l'attention est une valeur clé. On parle même d'économie de l'attention. C'est ça qui a de la valeur, parce qu'en fait, c'est notre attention qui permet de collecter des données, et c'est les données qui sont la base du modèle économique de l'économie digitale. Donc c'est un butin qui a de la valeur. Et ben pour s'approprier un butin, parfois il faut avoir des stratégies qui sont presque de la piraterie, dans le sens où on n'est pas vraiment consentant, c'est-à-dire on le fait à notre insu. Et ces stratégies, elles sont de plusieurs ordres, elles se basent sur nos comportements. Alors prenons des exemples. On a, nous les êtres humains, une capacité d'attention qui est faite pour nous protéger. C'est-à-dire que l'être humain, depuis qu'il existe, il doit se protéger d'agressions extérieures. Ça pouvait être des animaux sauvages, aujourd'hui c'est autre chose. Et donc notre système d'alerte est extrêmement performant. Et donc par exemple les notifications qu'on a sur les téléphones jouent sur ce système d'alerte. Donc il y a un déclencheur technologique qui va faire une petite pastille rouge et qui va faire ou un petit bip, et notre attention va être immédiatement captée. Alors qu'évidemment, c'est pas la menace d'une bête sauvage, on est bien d'accord, qui nous alerte, c'est autre chose. Mais néanmoins, je prends cet exemple, il y en a d'autres, par exemple, ce qu'on appelle le scrolling, le défilement infini, c'est un mécanisme technologique qui fait appel à un besoin d'information qui est essentiel chez l'être humain et qui ne se tarit jamais. C'est-à-dire que la satisfaction ne sera jamais à la hauteur du besoin. Il y aura toujours besoin de savoir plus, même si on se perd totalement dans cette recherche. Et quelque part, la captologie ou les sciences, les technologies persuasives utilisent ces comportements humains qui sont à peu près universels pour capter l'attention, parce que c'est la commande de ceux qui veulent faire ça. Alors, ça va être des réseaux sociaux, c'est le plus connu. Et c'est de cette manière que ça fonctionne. J'ai pris l'exemple de l'attention ou du scrolling. Il y en a d'autres qui sont parfois plus subtils, mais qui font partie de ce qu'on peut appeler les technologies persuasives. Tu t'intéresses aussi beaucoup, tu travailles sur la transition numérique au travail et aussi le droit à la déconnexion. Comment tout ça évolue avec aussi le Covid qui est passé en plein milieu? Comment tout ça a évolué ces dernières années? Alors ce droit à la déconnexion, en tout cas en France, c'est rentré dans le Code du travail en 2016. Honnêtement, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est vraiment effectif dans les entreprises. On nous demande d'avoir au moins une charte, d'informer les salariés sur cette nécessaire déconnexion, les temps de repos cognitifs qui sont quelque part dans le droit du travail. Mais au minimum, on met une charte, on informe les salariés, mais ça ne va pas changer grand-chose dans leur pratique. Et il y a peu d'entreprises qui aujourd'hui prennent vraiment le taureau par les cornes pour vraiment s'occuper de cette hyperconnexion, parce que souvent ils considèrent aussi qu'il y a une partie privée, que c'est pas forcément l'hyperconnexion du travail qui pose problème. La crise sanitaire et le télétravail a accentué la porosité entre la vie privée et la vie professionnelle. Je suis chez moi au travail et le travail est chez moi, donc quelque part c'est donnant-donnant. Et donc ce manque de barrières physiques, puisque le numérique fait éclater les barrières spatio-temporelles, va faciliter l'hyperconnexion, les temps d'écran qui vont exploser. Aujourd'hui, on a des temps d'écran qui font qu'on a quasiment un tiers du temps éveillé devant un écran. On a des temps de déconnexion qui sont de plus en plus rares. Et du coup, c'est là qu'on va rentrer dans des zones de danger. Pas simplement parce qu'il y a des technologies persuasives, mais parce que tout simplement, on cumule des temps d'écran de travail personnel,
parce que notre smartphone est devenu une extension de nous-mêmes. Moi, j'aime bien dire qu'il y a des super pouvoirs, on peut faire tout avec un smartphone, on a toute notre vie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on le perd, on est un peu paniqué, qu'il y a ce nouveau terme de no mobile phobie, une nouvelle phobie, parce qu'effectivement, et c'est normal, on a l'impression de perdre une grande partie de ce qu'est notre vie quotidienne. Alors je reviens à la question qui nous intéresse, est-ce que d'après toi, on peut être vraiment addict aux écrans ? Alors aux écrans, sûrement pas, parce que l'écran n'est pas une substance, on ne peut pas la gérer. Et donc il y a une grande différence avec des addictions, notamment à des produits, comme l'alcool ou d'autres drogues, et des écrans qui sont un média, donc on ne peut évidemment pas être dépendant aux écrans. En revanche, c'est des addictions qu'on appelle comportementales, c'est-à-dire qu'en fait, les écrans hébergent des médias qui eux-mêmes hébergent des contenus, donc on peut avoir une addiction à la pornographie et donc pas aux écrans, mais comme cette pornographie se diffuse sur les écrans, on fait le lien entre les deux. C'est important de spécifier cette nuance. En revanche, moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder que finalement dans les conséquences, ça ressemble furieusement à plein d'autres addictions, dans la fréquence, dans le fait, dans la compulsion, etc. D'ailleurs, de nombreux psychologues, psychiatres reçoivent maintenant des patients qui ont ces problèmes. Alors, ils disent avec les écrans, en fait, et avec les contenus et les usages qu'ils font dans ces écrans, mais on a quand même des phénomènes addictifs. Alors, au niveau des organisations internationales, c'est pas encore reconnu comme une addiction. Il y a simplement les jeux vidéo et les jeux d'argent. Mais en fait, d'abord, ça peut évoluer. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer ce que ça produit, de tirer le fil, peut-être des terrains qu'il y a derrière, et de voir comment on peut réguler ça, parce qu'on peut tout à fait le faire, même si l'omniprésence dont je parlais tout à l'heure des écrans rend difficile de faire la part des choses. Parce que moi, je suis pas spécialiste en addiction, mais quand on est addict à un produit, c'est très difficile de s'en passer, mais c'est pas indispensable pour vivre. Alors que là, si vous voulez, ce qui est particulier, c'est que il va y avoir effectivement dans ces écrans des choses négatives, mais on peut pas sauter du train et mettre le téléphone à la poubelle, parce qu'en fait, il va nous servir à plein d'autres choses positives. Alors que la bouteille d'alcool, même si un usage modéré ne pose pas de problème, elle n'est pas indispensable pour passer nos journées. Alors que le smartphone, oui. Vous voyez, donc c'est quand même un peu insidieux, parce que c'est des outils qui ont plein de super pouvoirs qui nous aident à vivre, et en même temps, ils sont des vecteurs de comportements qui peuvent être addictifs, et surtout avec des populations extrêmement larges, puisque 95% des gens ont un smartphone et l'utilisent de plus en plus. Donc on a un terrain quelque part potentiel d'addiction énorme, même si on ne peut pas dire qu'on soit addict aux écrans. En tout cas, le terme est impropre. Merci Jean. Notre seconde invitée, notre experte, c'est le docteur Julia De Ternay. Elle est médecin psychiatre addictologue au centre hospitalier Édouard Herriot de Lyon. Nous l'avons rencontrée et nous allons lui poser la question si la dépendance aux écrans est reconnue par le monde scientifique et par les médecins, et si elle-même elle le constate en consultation. Je suis le docteur Julia De Ternay, je suis chef de clinique en addictologie psychiatrie. Alors, dans vos consultations, docteur, est-ce que vous voyez arriver des personnes qui vont se plaindre de dépendance aux écrans ? On en voit arriver, effectivement, surtout des jeunes, adolescents, jeunes adultes. Pas tellement des plus de 30 ans, surtout des moins de 30 ans. Et justement, est-ce que cette dépendance aux écrans, qui reste très, très méconnue, est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu par les médecins et par les scientifiques ? Aujourd'hui, on ne reconnaît pas la dépendance aux écrans, entre guillemets, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le trouble lié à l'usage du jeu vidéo. Et c'est la seule addiction numérique qui a été définie pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de consensus sur d'autres addictions numériques. Notamment, on entend beaucoup parler de l'addiction aux réseaux sociaux. Et bien, cette addiction, pour l'instant, elle n'est pas reconnue sur le plan scientifique. Et donc, quand on entend parler d'addiction aux écrans, c'est plus, on va dire, une addiction qui est populaire auprès du public, mais qui a pour l'instant pas vraiment de reconnaissance scientifique.
Alors justement, vous parlez de public, vous parlez de jeunes. Est-ce qu'il y a des âges ou des profils particuliers qui sont plus susceptibles de venir consulter ? Je ne peux me baser donc que sur ce qu'on voit avec l'addiction aux jeux vidéo. Pour l'addiction aux jeux vidéo, traditionnellement, ce qu'on dit, c'est que ça concerne plus les hommes que les femmes. Mais il est aussi possible que les femmes consultent moins. Donc il est possible qu'il y ait un biais également. Sur certains profils qui seraient plus à risque, on a aussi des personnes qui peuvent souffrir de pathologies psychiatriques, notamment le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. D'autres personnes qui vont peut-être avoir des symptômes dépressifs ou des symptômes anxieux, qui vont se servir des contenus numériques pour réguler leurs émotions. Mais voilà, encore une fois, on a plus de facteurs de risque pour le jeu vidéo et encore, il y a des facteurs à la fois individuels, il y a des facteurs environnementaux, des facteurs aussi qui sont peut-être sous-étudiés à propos des caractéristiques des jeux vidéo ou des contenus numériques qui seraient plus addictifs par rapport à certaines de leurs caractéristiques. Donc voilà, c'est ces trois dimensions généralement qu'on considère quand on évoque les facteurs de risque d'addiction au contenu numérique. Et est-ce qu'on observe souvent une addiction associée à cette addiction comportementale ? Pour le jeu vidéo, ce qu'on constate, c'est qu'un certain nombre de personnes qui souffrent d'addiction aux jeux vidéo vont aussi fumer du cannabis et du tabac, d'ailleurs souvent en jouant. Et il semblerait qu'il y ait aussi plus de grignotage, donc plus de consommation de sucre et de produits gras pendant les sessions de jeu ou de vision de contenu numérique. On entend souvent des parents qui se plaignent de voir leurs enfants figés sur leur smartphone. Finalement, à quel moment un parent doit s'inquiéter ? On va dire qu'une addiction ou un usage à risque, ça va avoir des répercussions sur la vie de la personne. Ça veut dire que ça va avoir des impacts négatifs sur sa sphère sociale, sur sa sphère scolaire ou professionnelle, sur sa santé physique ou psychique. Et donc, ce qui doit alerter les parents, ça va être des changements de comportement, ça va être une détérioration des notes, par exemple, des troubles du comportement à l'école aussi, une perte d'intérêt pour les activités que l'enfant ou l'adolescent fait habituellement, et des répercussions aussi peut-être au niveau des symptômes dépressifs, psychiques, qui apparaissent alors qu'ils n'étaient pas présents avant. Et quelle est la prise en charge du coup ? Est-ce que c'est médicamenteux ? Est-ce que c'est psychothérapique ? Pour l'instant, pour l'addiction aux jeux vidéo et ou aux autres contenus numériques, si un jour on définit qu'ils existent, la prise en charge en première intention, c'est surtout la thérapie cognitivo-comportementale en premier. On n'a pas vraiment de traitements aujourd'hui qui sont recommandés pour ces pathologies-là. Par contre, s'il y a des comorbidités psychiatriques, on va évidemment peut-être être amené à mettre en place un antidépresseur, un antipsychotique s'il le faut. En tout cas, on va prendre en charge les comorbidités, mais pour l'addiction en tant que telle, nous n'avons pas aujourd'hui de thérapie médicamenteuse recommandée. Et finalement, est-ce qu'une addiction à un comportement, on peut penser aussi au jeu ou à la pornographie, et est-ce que ça se traite de la même façon qu'une addiction à une substance ? Les choses qu'il y a en commun, c'est que dans les deux cas, on va toujours recommander la thérapie cognitivo-comportementale pour travailler sur les comportements, les cognitions, les émotions de la personne qui vont être mises en jeu dans son addiction. Ce qui va être différent, comme je l'ai dit, c'est plus par rapport aux stratégies médicamenteuses. Il y a certaines addictions aux produits, on va avoir quand même un peu des recommandations pour mettre en place des médicaments, alors que pour les addictions comportementales, ce n'est pas le cas. Alors je vais vous poser la question qui nous intéresse, docteur. Est-ce que l'addiction aux écrans existe vraiment ? Je pense que ce sera à définir dans le futur. L'écran est une interface qui permet d'accéder à des contenus. La question c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt mieux évoquer l'addiction à certains contenus numériques plutôt qu'à l'écran de façon générale ? Merci docteur. Ce numéro de Tous Addicts est maintenant terminé à l'hôtel de Ville de Lyon. Merci à la Ville de Lyon de nous avoir reçus dans un si beau cadre. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous avez des questions, des réflexions, des témoignages, c'est sur ce mail. Nous restons en contact sur les réseaux sociaux et on se retrouve l'année prochaine pour répondre à cette question. Est-ce que lutter contre la délinquance est aussi lutter contre les addictions ? Grande question, nous aurons des invités exceptionnels. À bientôt, au revoir.